Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, la Poste Solutions Business et sa solution Delivingo, conçue pour l'envoi de marchandises à l'international, ont invité pour vous un expert afin d'évoquer un sujet qui préoccupe leurs clients. Dans ce podcast, je m'entretiens donc avec Nathan Joanneau, conseiller aux entreprises au sein du pôle d'action économique de la direction régionale de Paris-Ouest. Invité par les équipes de Delivingo, nous aborderons tous les sujets liés à la douane et au e-commerce. Vous allez notamment découvrir les bonnes pratiques à adopter pour vos expéditions et vos exportations à l'international. De nombreux conseils vont vous être donnés par Nathan pour réussir votre internationalisation sans stress. Bonjour Nathan, merci d'être avec moi pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous retracer un petit peu ton parcours jusqu'à ton arrivée au poste de conseiller à la direction régionale des douanes de Paris-Ouest? Tout d'abord, merci de me donner la parole et de me permettre de réaliser ce podcast avec vous. Au niveau de mon parcours, j'ai déjà parlé un petit peu de mon parcours universitaire parce que comme j'ai que 27 ans, on va dire, j'ai pas un grand parcours professionnel derrière moi. Donc au niveau de mon parcours universitaire, j'ai fait une licence de droit, suivie d'une licence d'administration publique en 1 an. J'ai fini par un master en politique et sécurité et en parallèle, je faisais un diplôme de droit européen qui m'a permis en fait de passer le concours d'inspecteur des douanes que j'ai eu. Et une fois qu'on a le concours d'inspecteur des douanes, on fait une formation de septembre à juin à Tourcoing qui nous permet d'appréhender la matière douanière et qui est cette formation également ponctuée de différents stages au sein des services douaniers. Et après en fait cette formation, on devient officiellement inspecteur des douanes et j'ai été affecté à la cellule conseil au sein du pôle d'action économique de Paris-Ouest depuis septembre 2020. Ok, très bien. Ouais, donc un parcours quand même riche, concours, pas mal de formations et te voilà du côté de Paris-Ouest. Avant un petit peu de nous parler justement de la direction régionale des douanes, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition des douanes? Alors oui, alors c'est pour moi l'administration des douanes, c'est vraiment l'administration des marchandises et des frontières. Parce que historiquement, en fait, la douane s'est construite sur 3 grandes missions. Une mission principale qui est la mission fiscale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est rattaché au ministère de l'économie. Donc par mission fiscale, c'est vraiment la collecte des droits et taxes. Alors à la fois pour le compte de l'Union européenne, pour le compte également de l'État français, évidemment, et également des collectivités territoriales et par exemple d'organismes tels que la sécurité sociale. Donc on a également développé une grande mission économique. Donc cette mission économique, c'est surtout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc c'est vraiment accompagner les sociétés pour leur permettre d'appréhender la matière douanière et de fiabiliser leurs opérations à l'international. Et évidemment, on reste peut-être sur la mission la plus connue de notre administration, qui est la mission de contrôle, donc la lutte contre tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est contrebande, contrefaçon, et également évidemment la protection du consommateur, surtout en période de Noël, avec notamment le contrôle du marquage chez eux lors des importations de jouets. Mmh. OK, très bien. Bah, tu vois, du coup, la question suivante était, plutôt par rapport à la direction régionale des douanes, expliquer le rôle et les missions de cette direction, mais je pense que tu viens du coup, de répondre, par ta réponse précédente, hein. Je sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus? Non, après, si tu veux, je peux te faire un petit descriptif, à titre informatif. Bon, nous, la direction régionale de Paris-Ouest, donc nous, on a compétence sur 4 départements. Après, il faut savoir que les différentes directions, enfin, pour chaque département, il y a une direction régionale qui correspond et du coup, il y a les mêmes services que les opérateurs pourront retrouver. Donc nous, comme je le disais, on a une compétence sur 4 départements, donc sur l'Essonne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et ainsi que le Val d'Oise. Donc il y a 3 pôles qui composent cette direction régionale. Donc un pôle qu'on appelle secrétariat régional, donc c'est plutôt un pôle qui est à la fois sur les ressources humaines et sur le support logistique pour les agents des douanes. On a un pôle POC, donc vraiment qu'on appelle orientation des contrôles. Donc c'est là où mes collègues qui sont enquêteurs, mes collègues qui font de la programmation de contrôle vont exercer leurs fonctions. Et on a vraiment le rôle, le pôle d'action économique qui regroupe les cellules conseil aux entreprises. Il faut savoir que pour les sociétés, il y a une cellule conseil aux entreprises qui pourra les accompagner, peu importe dans quel département ils sont, que ce soit en France métropolitaine ou également dans les DOM et dans les PTOM.
Et nous, on va travailler en relation avec la réglementation douane, également la réglementation, ce qu'on appelle contribution indirecte, donc notamment sur, mes collègues qui vont travailler sur les vins, les alcools. Et on va également, travailler en lien avec ce qu'on appelle le service régional d'audit qui, eux, vont permettre de certifier certains opérateurs du commerce international, donc notamment les grands transporteurs, les grands logisticiens, avec le statut, qu'on appelle opérateur économique agréé. OK, très bien, ouais, beaucoup de missions et un rôle, du coup plus que central, de cette, direction régionale des douanes et toi, du coup, d'un point de vue plus personnel, quelles sont tes missions, au sein de ton poste? Alors, les grandes missions que j'ai, c'est vraiment accompagner les entreprises à partir du moment où il y a un flux, que ça soit à l'import ou à l'export. Donc c'est permettre, aux sociétés de gagner en prévisibilité, donc notamment leur dire: «Bah, voilà, sur vos produits, il va y avoir tel pourcentage de droits de douane qui va s'appliquer au sein de l'Union européenne ou tel pourcentage de droits de douane qui va s'appliquer pour votre client lorsque vous exportez». Nous, l'idée, c'est également de fiabiliser et de sécuriser leurs opérations douanières par un certain nombre de choses que l'on met en œuvre. Ça permet également aux sociétés de leur faire bénéficier des avantages des accords de libre-échange qu'on définira plus tard. Mais dans le cadre de ces accords de libre-échange, en fait, les sociétés peuvent obtenir différents statuts, donc notamment le statut d'exportateur agréé et d'exportateur enregistré, donc qui permet de faciliter leurs opérations internationales. Et ce qui est surtout intéressant avec nous, c'est que l'ensemble en fait de notre conseil et des statuts qu'on va pouvoir leur faire obtenir, tout cela c'est gratuit. Donc, comme je le dis souvent, venir nous voir ou venir me voir, en particulier, c'est gratuit, donc on fait ça en visio. Donc à la limite, la société, même si, bah, elle peut être déçue, mais c'est quand même rare, bah, elle a perdu qu'1 heure en visio. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers les pôles d'action économique et d'aller vers les cellules conseil aux entreprises pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Et on a également après des missions sur des réglementations plus particulières. Je pense notamment à la réglementation sur le Made in France. Il faut savoir qu'en fait, à partir du moment où une société fait le choix d'apposer le Made in France sur ses produits, elle s'engage à respecter les règles du code des douanes de l'Union européenne. Donc nous, on peut les accompagner là-dessus pour vraiment leur permettre d'être sûrs de pouvoir apposer le Made in France dans les bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de difficultés après en cas de contrôle. OK, ouais, c'est intéressant du coup de savoir que tous ces conseils et tout cet accompagnement en fait est gratuit et ouais, c'était peut-être pas connu de tout l'écosystème donc c'est bien que tu puisses nous en parler et nous dire également ce que vous faites, au sein de cette direction, régionale des douanes. Alors maintenant, on va un petit peu plus parler, comme tu disais tout à l'heure, du levier, économique et là, voilà, vraiment du e-commerce et des douanes. Du coup, selon toi, quels sont les éléments que des e-commerçants, en fait, doivent prendre en compte dans leurs activités d'un point de vue douanier? Déjà, il faut vraiment que la société définisse ce qu'on appelle le cadre de l'échange, c'est-à-dire qu'il faut bien distinguer, nous, d'un point de vue douanier, ce qu'on appelle exportation. Donc c'est vraiment quand vous avez des marchandises, qui sont au sein de l'Union européenne et qui vont quitter le territoire douanier de l'Union européenne. Donc typiquement, j'ai une marchandise en France, je, l'envoie aux États-Unis, on est bien dans le cadre d'une exportation. Et distinguer l'exportation des expéditions. Une expédition, c'est par exemple lorsqu'on va envoyer déjà dans un pays de l'Union européenne, donc par exemple je suis en France et j'expédie un produit en Espagne. Dans le cadre des expéditions, on va être sur la libre circulation des marchandises donc il y aura quand même une réglementation qui s'appliquera, mais ce sera une réglementation fiscale, ce ne sera pas une réglementation douanière. Quand on est vraiment dans le cadre d'une exportation, on doit faire ce qu'on appelle une déclaration en douane et c'est sur la base de cette déclaration en douane après que vont s'appliquer les droits et taxes, notamment à l'importation du pays de votre client. Donc, il faut bien distinguer les deux. Après, lorsqu'on est vraiment dans le cadre d'une exportation, il faut penser au marché cible. Donc, vraiment penser, bah, je vais exporter vers le Royaume-Uni, quelle réglementation s'applique à mon produit. Et penser que quand on est dans le cas d'un export, il y a forcément un import. Donc c'est également une législation qui est en miroir. C'est-à-dire que si j'ai un produit qui a un marquage CE au sein de l'Union européenne, il y a de fortes chances que mon produit ait également un marquage obligatoire dans le pays d'importation. Après, nous, sur les éléments, on va vraiment pour conseiller les e-commerçants et pour se sécuriser d'un point de vue douanier, en fait, c'est de réfléchir en termes de ce qu'on appelle le triptyque douanier. Donc, en fait, le triptyque douanier chez nous, c'est ce qu'on appelle l'espèce, l'origine et la valeur. Donc, l'espèce de la marchandise, tout produit a une espèce, donc c'est un code en fait au sein de l'Union européenne à 10 chiffres. Donc un ordinateur a un code douanier à 10 chiffres, mon t-shirt a un code douanier à 10 chiffres, et c'est à partir de ce code douanier que je vais pouvoir déterminer les droits et taxes applicables à mon produit.
Nous, on propose aux sociétés, de les accompagner pour déterminer ce code douanier, parce que quand c'est une table en bois, c'est assez simple, de le déterminer. Mais quand, par exemple, j'ai une montre connectée qui fait électrocardiogramme, qu'est-ce que c'est mon produit au final? Est-ce que nous, d'un point de vue douanier, c'est une montre? Est-ce que c'est un objet connecté? Est-ce que c'est un dispositif médical? Parce que ça fait également électrocardiogramme. Dans ce cas-là, on propose aux sociétés un accompagnement gratuit et la possibilité de faire ce qu'on appelle un renseignement tarifaire contraignant. Donc un renseignement tarifaire contraignant, c'est la société monte un petit dossier auprès de la direction générale des douanes et la direction générale des douanes dit: «Votre produit effectivement d'un point de vue douanier c'est telle nomenclature» et ça permet de l'opposer, en cas de contrôle à la douane européenne. Donc ça, c'est très intéressant. Nous, on demande aussi aux sociétés, de vérifier en fait quelle est l'origine de leur produit. Alors pour plusieurs choses, déjà pour, savoir est-ce que le produit peut bénéficier d'un accord de libre-échange? Mais je pense qu'il y aura une question plus tard sur les accords de libre-échange, donc je ne vais pas m'y pencher, de suite. Et également ce qu'on appelle l'origine non préférentielle, donc c'est vraiment le made in du produit. Donc qu'est-ce que je peux apposer sur mon produit pour l'exportation? Pas mettre par exemple le made in France alors que mon produit peut-être ne respecte pas ces règles-là. Et il y a également la valeur en douane, donc c'est en fait sur ces trois choses-là à vérifier, donc que ça soit la nomenclature douanière du produit, l'origine et la valeur en douane, qui permettront de déterminer les droits et taxes applicables dans le pays d'import, donc dans le pays du client. OK, très bien. Donc si on devait résumer, c'est déjà bien faire la distinction entre exportation, par exemple, comme tu le disais, hein, et faire vers un autre pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, en tout cas du libre-échange. Expédition, c'est France, admettons, vers, comme tu disais, l'Espagne ou l'Italie ou en tout cas un pays, qui est dans l'Union européenne. Libre circulation, mais il y a quand même une réglementation fiscale. Pour l'exportation, c'est, là, on parle de douane et après, il faut réfléchir à ce que tu expliquais, sur les triptyques douaniers. Donc il y a les 3 critères: l'espèce, l'origine et les valeurs en douane. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Alors si j'insiste un petit peu, là-dessus, c'est parce que, je vais vous donner en fait des exemples très simples. Si on maîtrise pas, son espèce parce qu'on on n'a pas envie de s'y pencher, on trouve que la matière douanière, c'est pas forcément la matière la plus simple à appréhender, ça je le comprends totalement. Mais si par exemple vous avez un client au Royaume-Uni et qu'un jour vous lui envoyez, cette fameuse montre connectée et un coup, elle est classée comme une montre, un coup la montre est classée comme un objet connecté, un coup comme un dispositif médical. Potentiellement, votre client, un jour, il va payer 3 de droits de douane, un jour, il va payer 10 et l'autre jour, il va payer 0. Donc ça peut créer aussi un côté déceptif sur des clients parce que de ne pas maîtriser sa douane, c'est justement, ne pas maîtriser les droits et taxes applicables. OK et puis du coup, comme tu l'expliquais, dès qu'il y a exportation, il y a aussi importation dans le pays, qui reçoit la marchandise, donc il faut aussi bien penser à sa réglementation et du coup, tu nous parlais tout de suite de droits de douane. Alors quelle est la différence justement entre frais de douane et droits de douane et comment est-ce qu'on les paye? Alors oui, effectivement. Alors concernant les frais de douane, donc comme je l'ai dit, quand on est à l'exportation, ça entraîne de facto une déclaration d'exportation et une déclaration d'importation. Ces déclarations d'importation, c'est pas l'opérateur qui va les effectuer, par ses propres moyens. Il va passer par ce qu'on appelle un représentant en douane. Donc un représentant en douane, ça peut être, La Poste, ça peut être, UPS, DHL, Gefco, Géodis, pour ne citer que. Donc des représentants en douane, c'est des personnes qui sont habilitées pour faire des déclarations en douane d'exportation et d'importation pour le compte d'un client. Et ces représentants en douane, évidemment, ils ne travaillent pas gratuitement. Et eux, à partir du moment où ils vont effectuer une déclaration d'exportation, ils vont facturer ce qu'on appelle des frais de douane. Donc les frais de douane, c'est vraiment les frais administratifs que vont prendre les transporteurs pour pouvoir faire les déclarations en douane d'exportation. Donc ça, nous, c'est pas une profession réglementée, donc nous, on va pas pouvoir déterminer ces frais de douane en amont. On invitera les sociétés, peut-être à contacter différents, partenaires pour pouvoir, avoir des devis et choisir le représentant en douane qui est le plus efficace et d'un autre côté qui est pas forcément le plus cher. Donc là-dessus, on invite les sociétés à faire des devis parce que les frais de douane, c'est pas l'administration qui les collecte. Concernant les droits de douane, donc c'est les pays et les administrations qui vont les mettre, en œuvre, donc c'est une sorte de protection, douanière et là-dessus, on va avoir une prévisibilité. Je vais pouvoir vous dire que sur tel produit, vous avez une table en bois que vous souhaitez envoyer, au Congo. Je vais pouvoir vous dire que cette table en bois, elle a 3 ou 4 de droits de douane ou plus au Congo. Donc pour ce faire, vous avez un site qui s'appelle Access to Markets. C'est un site en fait de la Commission européenne qui vous permet justement à partir de ce que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de la marchandise, le pays de provenance, la France, et le pays de destination, ça peut être le Congo, les États-Unis, le Mexique, etc., de déterminer les droits et taxes applicables au produit.
D'accord, ouais, donc frais de douane, on est plus sur des frais administratifs et là, comme tu nous expliquais, droits de douane, c'est vraiment les protections douanières, et cetera. Alors du coup, admettons, je suis commerçant, quelles seraient les bonnes pratiques à adopter, et les éléments vraiment à prendre en compte pour que les douanes, en fait, ça devienne une formalité? Parce que ça fait toujours un petit peu peur, hein, on se dit: «Oh là, je dois envoyer ailleurs qu'en Europe, les douanes, comment je dois m'organiser?» et cetera. Alors quelles seraient justement, selon toi, les bonnes pratiques pour que, la douane, ça devienne une formalité pour un e-commerçant? Alors, moi, je pense que le 1 point, ça peut être justement de prendre attache avec, les pôles d'action économique, qui sont mis en place, par la douane, parce que ça permet justement parfois de rendre, parce qu'il y a souvent sur les opérateurs une peur d'exporter parce qu'ils se disent: «Ouh là là, il va y avoir des déclarations en douane, je maîtrise pas, je préfère ne pas y aller». Donc nous, on va avoir ce rôle-là justement d'accompagner la société, de leur permettre, de voir avec eux quelle est l'espèce de leur produit, quelle est l'origine du produit, donc vraiment permettre de sécuriser l'ensemble de ces données, ce qui permet déjà de se dire d'un point de vue douanier, il n'y aura pas de malversations qui seront faites. Et nous, après, on conseille également aux sociétés de contacter ce qu'on appelle la Team France Export, donc dont font partie Business France, les chambres de commerce et d'industrie, également la Banque publique d'investissement, BPI France, pour justement étudier le marché, que nous, on va pas forcément avoir. Donc étudier le marché, la réglementation, par exemple, au Royaume-Uni avant de se lancer, sur le marché britannique, étudier la réglementation, côté américain. Et après, l'idée aussi, c'est de passer par un partenaire fiable, donc passer par un représentant en douane, donc un transporteur, qui soit en mesure, justement de donner la déclaration en douane d'exportation à son client pour que le client puisse vérifier est-ce que tout est bien déclaré, est-ce que c'est bien la bonne espèce qui a été déclarée pour moi. Parce qu'effectivement, il y aura une responsabilité qui pourrait être engagée pour le e-commerçant. Et l'idée, c'est aussi de passer par, comme je disais, par des sites comme Access to Markets. Parce que Access to Markets, il y a le volet justement droit et taxes et il y a également un volet réglementation. Donc qui peut permettre de dire, voilà, là, il y a de la réglementation qui est différente, applicable dans le pays que je vise. Comment je peux mettre en conformité avec cette réglementation. Ouais, un gros du coup, un gros enjeu de je dirais d'éducation et de compréhension en fait de tout cet écosystème douanier, et puis du coup, d'où l'importance de se rapprocher, des bonnes personnes et d'avoir un partenaire fiable et du coup, qu'en est-il, de la TVA? Comment est-ce qu'elle se gère? Alors la TVA, donc on va peut-être faire peut-être 2 volets. Donc il y a vraiment le volet export. Donc quand vous êtes à l'export, vous vendez la marchandise hors taxe. Mais quand vous êtes vous vendez la marchandise hors taxe, la marchandise est destinée à quitter le territoire douanier de l'Union européenne et nous, d'un point de vue fiscal, ce qu'on demandera, c'est la déclaration d'exportation avec la mention ECS sortie. Donc ECS sortie, ça veut dire Export Control System sortie. Et cette déclaration d'exportation, c'est pour ça que je vous disais de passer par un partenaire fiable. C'est par exemple si vous passez par DHL, UPS ou La Poste, c'est UPS ou DHL ou La Poste qui va vous donner cette déclaration en douane d'exportation avec cette mention-là. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en place un process pour j'ai exporté vers les États-Unis, il me faut cette déclaration en douane d'exportation, parce qu'en cas de contrôle, c'est ce qu'on exigera de moi pour justifier le fait que j'ai vendu hors taxe. Concernant du coup le deuxième volet à l'expédition, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais, il y a une question, qui arrive juste après et tout à l'heure, on parlait de des accords de libre-échange. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment un e-commerçant peut-il les intégrer? Alors, un accord de libre-échange, en fait, ça permet de faire bénéficier à vos clients d'un taux de droits de douane réduit ou nul pour des produits ayant ce qu'on appelle une origine préférentielle. Donc, une origine préférentielle, ça veut dire que le produit a eu une transformation suffisante au sein de l'Union européenne. Alors, par transformation suffisante, pour vous donner un exemple très simple, par exemple, si vous faites des tables en bois, pour votre produit, quand bien même le bois provient de Chine. À partir du moment où la table est produite au sein de l'Union européenne, la table pourra avoir une origine préférentielle à l'Union européenne. Donc l'idée, c'est donc là, il y a ce qu'on appelle des règles de changement de position tarifaire. Donc là, typiquement, vous avez du bois. Le bois, il a une position tarifaire. Vous en faites une table, c'est un produit nouveau. Donc une nouvelle position sera, sera attribuée à ce produit. Donc il y a bien ce changement de position tarifaire. À ce moment-là, vous pourrez bénéficier de l'accord de libre-échange. Il y a également des critères, ce qu'on appelle par exemple de valeur ajoutée au sein de l'Union européenne. Vous avez un produit, une table que vous transformez au sein de l'Union européenne. Vous ajoutez un certain pourcentage de valeur ajoutée au sein de l'Union européenne. Votre table pourra prétendre à une origine préférentielle et un accord de libre-échange. Mais il faut bien penser en fait que c'est vraiment en fonction de la nature du produit qu'il y aura une règle qui s'appliquera. Vous pouvez avoir un produit, par exemple un verre, il ne va pas y avoir la même règle d'origine qui va s'appliquer qu'un ordinateur.
Ouais, ça change en fonction, des typologies de produits, mais par exemple, puisqu'on parlait de tables en bois, la moitié de je sais pas, de l'assemblage est réalisé, comme tu disais, en Chine et la fin est réalisée, en France ou au sein de l'Union européenne. Comment ça se passe du coup dans ces cas-là? Alors dans ces cas-là, en fait, il faut vérifier, dans l'accord de libre-échange, quelle est la règle qui s'applique à ma table en bois. Parce que les règles vont varier aussi en fonction des différents accords que l'Union européenne a pu signer. Et si, par exemple, vous avez fait une partie de cette table en Chine, mais que la règle d'origine préférentielle, c'est une valeur ajoutée au sein de l'Union européenne, bah, si c'est une règle de valeur ajoutée et que vous respectez cette, règle-là, quand bien même il y a une transformation en Chine, vous pourrez justifier d'une transformation suffisante au sein de l'Union européenne. Si, les accords de libre-échange sont importants, c'est pour vous donner quelques exemples. Par exemple, notamment lorsque vous travaillez avec des pays, africains, avec des pays africains, notamment Madagascar, il y a des taux de droits de douane qui peuvent être supérieurs à 40. Et en ayant une origine préférentielle Union européenne et en ayant obtenu, bah, par exemple, un statut qu'on appelle le statut d'exportateur enregistré, vous pouvez faire bénéficier à votre client d'un taux de droit de douane de 0. Donc quand vous avez un produit qui est fabriqué au sein de l'Union européenne ou transformé de manière suffisante au sein de l'Union européenne, que vous l'envoyez à Madagascar, que potentiellement il y a 40 de droits de douane sur votre produit, en ayant une origine préférentielle, vous tombez à zéro. Donc si votre concurrent, lui, a un produit qui est entièrement chinois et qu'il l'envoie à Madagascar, lui paiera 40. Donc ça vous permet vraiment de gagner en compétitivité avec des choses très simples et très pratiques. Ouais, donc ça encourage quand même à faire, une grosse partie de la transformation, de l'assemblage et cetera, au sein de l'Union européenne. C'est sûr que voilà, maîtriser aussi les règles d'origine, c'est important parce que parfois, bah, il y a des sociétés qui ne sou bah, c'est vrai que la transformation suffisante, ça ne parle pas à tout le monde évidemment, et parfois certaines sociétés se disent: «Bah, j'ai de la matière première qui provient de Chine, évidemment je pourrais pas bénéficier d'un accord de libre-échange». Eh bien si, sur certains produits, quand bien même il y a de la matière première qui provient de Chine, vous allez pouvoir bénéficier d'un accord de libre-échange. Donc c'est pour ça que ce travail-là, il est important, donc il peut être fait en lien justement avec les PAE pour déterminer, bah, quelles règles s'appliquent à mon produit et après vous donner le process pour que vous soyez capable de le sécuriser. Mais alors vous avez également une page sur le site des douanes qui permet d'avoir l'ensemble des accords de libre-échange, parce qu'il y en a notamment avec la Suisse, le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, et ça permet en fait, à partir du moment où vous avez un projet d'export, parce que vous souhaitez par exemple vous développer sur le marché canadien, bah, de dire effectivement il y a un accord de libre-échange, comment je peux en faire bénéficier à mon client? OK, ouais, c'est intéressant du coup d'avoir tous ces éléments-là parce que comme tu le dis, en fait, tous les professionnels sont pas forcément au courant de ça et au final, ouais, c'est important une nouvelle fois d'aller se renseigner sur les autorités, compétentes et là, du coup, je dirais, de l'autre côté, on va parler un petit peu de ce qui fâche. En cas de non-respect des règles, qu'est-ce que risque un e-commerçant ou en tout cas un professionnel? Bah, alors, à l'export, il y a un risque qui est relativement faible d'un point de vue réglementation. C'est-à-dire que nous, c'est à moins que la marchandise soit ce qu'on appelle, par exemple, un bien à double usage, c'est-à-dire un bien qui peut servir tant d'un point de vue civil que d'un point de vue militaire. Si vous êtes dans le cadre d'une exportation d'un produit, qui est pas, sensible, il va y avoir très peu de réglementation à l'export, à part justement ce risque fiscal, donc le risque, bah, de pas avoir, cette déclaration en douane d'exportation, qu'elle ne soit pas effectuée. À ce moment-là, il y a un risque fiscal qui court et potentiellement, en cas de contrôle de l'administration, on pourra vous réclamer la TVA. Mais là-dessus, le risque est relativement faible parce que, bah, logiquement, si vous passez par un partenaire qui est fiable, vous récupérerez assez aisément cette déclaration d'export. Et si toutefois il n'y avait pas cette déclaration d'export, il y a un certain nombre de preuves alternatives qui peuvent être présentées à l'administration, dont notamment bah, le contrat de vente, le contrat de transport ou des choses du type. Donc à l'export, c'est relativement sécurisant, j'ai envie de dire. Et à l'import, par contre, il y aura quand même, bah, comme je vous le disais, une réglementation qui peut s'appliquer à votre produit et qui peut être différente de la réglementation européenne. Donc typiquement, j'ai un produit avec un marquage CE, je l'envoie aux États-Unis où il y a un marquage différent. En cas de contrôle de l'administration des douanes, bah, le produit ne pourra pas rentrer aux États-Unis. Donc il y a un risque également du coup pour le client, parce qu'évidemment nous c'est l'importateur, qu'on va juger et ça va pas être l'exportateur, au sein de l'Union européenne. Et il y a également le risque, je vous disais, de ne pas maîtriser, bah, ce qu'on appelle le triptyque douanier. Bah, si par exemple vous envoyez à votre client, toujours le même produit et qu'il y a pas de maîtrise de la nomenclature, bah, si lui un jour paye 3 de droits de douane, 4 de droits de douane et 9, en cas de contrôle,
en cas de contrôle de l'administration des douanes, on peut très bien exiger, nous, la nomenclature, on juge que c'était celle qui était classée à 9. Donc sur les produits que vous avez importés et que vous n'avez payé que 3 et 4, on va faire augmenter les taux et du coup, on va récolter les droits de douane qu'on n'avait pas perçus précédemment. Une nouvelle fois, bien se renseigner en amont pour que tout soit carré et que tout entre dans les bonnes règles pour éviter, de voilà, de perdre du temps également et puis il y a aussi une notion du fait que le produit il repartira. Après, le client il le recevra pas donc il y aura une mauvaise appréciation. Enfin voilà, j'imagine que tout ça rentre en compte aussi. C'est ça, c'est surtout, en fait, éviter aussi le côté, déceptif pour le client. D'un jour, je commande un produit et on me dit qu'il est bloqué en douane et qu'il juste parce qu'il ne peut pas être commercialisé, dans mon pays. C'est vraiment bien penser à tout ça et c'est vrai qu'en termes de droits de douane, si vous avez un client régulier qui ne paye jamais la même chose en termes de droits de douane et à chaque fois ça impacte aussi, par exemple la TVA à l'importation, ça peut avoir un côté déceptif et potentiellement vous pouvez perdre ce client. Et pareil sur la non-maîtrise des accords de libre-échange, j'ai déjà vu des sociétés qui avaient perdu des marchés parce qu'elles n'avaient pas la connaissance de l'accord de libre-échange. Et quand vous passez par une société française qui vous dit, qui ne sait pas ce que c'est l'accord de libre-échange et du coup vous payez 40 de droits de douane à Madagascar et de l'autre côté vous avez une société italienne qui vous dit: Moi j'ai mon produit qui a une régie préférentielle Union européenne, lui gagne 40 juste en passant par la société italienne et pas forcément par la société française». Ce qui n'est pas du tout négligeable du coup, d'un point de vue business. Alors du coup, nous, au sein d'e-commerce nation, ça fait un petit moment, qu'on nous parle pas mal de Brexit, hein, que ce soit dans la livraison et cetera, ce en quoi ce que ça a changé. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est simplement qu'à la base, c'était de l'expédition et maintenant on est sur de l'export ou est-ce que ça va au-delà de ça? C'est exactement ça. C'est vrai qu'à partir du moment où le Royaume-Uni a quitté, l'Union européenne, il y a eu la fin de la libre circulation, des marchandises. Donc il y a eu un retour des barrières douanières, donc retour de la déclaration en douane lorsqu'on exporte et retour de la déclaration en douane lorsqu'on importe au Royaume-Uni. Donc effectivement, ça a entraîné des coûts supplémentaires et ces coûts supplémentaires, donc notamment en termes de frais de douane. Il y a également donc des retours de barrières douanières. Donc qui dit retour de barrières douanières dit également retour des contrôles sanitaires, phytosanitaires. Côté britannique, ils sont pas encore mis en place, mais ils devraient être mis en place. Alors ils repoussent assez régulièrement, mais je crois que 2023, ça sera peut-être la bonne année pour remettre contrôles sanitaires et phytosanitaires, qui sont déjà remis en place au sein de l'Union européenne. Donc là encore, ça entraîne des coûts qui sont supplémentaires et surtout parfois sur des produits qui n'ont pas forcément une grosse valeur. Je pense notamment aux Britanniques qui exportaient des fromages au sein de l'Union européenne. Le petit producteur de fromage a perdu son marché parce que le coût des certificats sanitaires est trop important par rapport à la valeur de son produit. Et il y a également en termes de marquage des évolutions qui vont apparaître. Donc côté britannique, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle le marquage UKCA et donc qui va remplacer le marquage chez eux. Donc actuellement, il y a toujours une cohabitation possible entre le marquage chez eux et le marquage UKCA. Mais à mes dernières lectures, à partir de 2023, les Britanniques exigeront le marquage UKCA sur les produits. Ouais, donc ça a quand même, fait pas mal, évoluer les choses, que ce soit pour, le UK vers, vers d'autres pays ou nous, l'Union européenne vers le UK. Quand même pas mal de choses à prendre en compte maintenant et du coup, maintenant, on va parler un petit peu d'autres pays qui exigent un numéro EORI. Donc est-ce qu'on dit EORI ou EORI? On peut dire les deux. On peut dire les 2. Par exemple, la Norvège, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce numéro et comment est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que c'est tout le temps le même et cetera? Alors, le numéro EORI va être essentiel lorsque vous allez exporter, parce qu'à partir du moment où vous êtes une société, vous allez avoir besoin de ce numéro EORI. Donc, c'est le numéro qui vous permet d'importer et d'exporter au sein de l'Union européenne. Donc, c'est FR plus le numéro de SIRET. Donc, vous le demandez en fait qu'une seule fois auprès de l'administration des douanes. C'est une démarche qui est très simple via votre compte douane.gouv.fr et c'est une démarche qui est totalement gratuite. En somme, vous remplissez un formulaire qui est dématérialisé. Vous l'envoyez au pôle d'action économique qui est compétent pour votre demande. Et après, nous, on valide ce numéro. Donc souvent, en moins de 48 heures, vous obtenez le numéro EORI. Mais c'est utile de l'obtenir en amont parce que si par exemple vous importez ou vous exportez et qu'il n'y a pas ce numéro EORI, à ce moment-là, la marchandise sera bloquée le temps justement d'obtenir ce numéro. Donc c'est important en amont de se dire effectivement j'en ai besoin. Et après concernant la question sur les autres pays, donc effectivement il peut y avoir des équivalents numéro EORI qui peuvent être exigés dans d'autres pays pour les sociétés.
Alors sur les cas que vous m'avez présentés, je peux pas vous dire, est-ce qu'il en faut un ou non, mais je pense qu'il y a une équivalence. Mais en fait, ça va être utile de se poser ces questions-là selon ce qu'on appelle l'incoterm utilisé. Donc l'incoterm, c'est ce qui permet en commerce international de dire qui fait quoi lors d'une opération, commerciale. Donc tant que vous êtes, jusqu'à l'incoterm, ce qu'on appelle DAP, donc Delivered at Place, l'importation, elle est à la charge du client. Donc c'est-à-dire que si vous vendez à un particulier, c'est lui qui apparaîtra sur la déclaration en douane d'importation et c'est lui du coup qui sera redevable des droits et taxes, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et si vous passez ce qu'on appelle en DDP, donc que vous prenez également à votre charge les formalités d'importation dans le pays de votre client, à ce moment-là, effectivement, vous devrez vous enregistrer dans le pays d'import, donc notamment, par exemple, je pense au Royaume-Uni, à la TVA, et effectivement, vous devrez obtenir un numéro britannique. Mais si vous restez sur une opération classique en DAP, il n'y aura pas besoin de s'enregistrer, sauf réglementation particulière, il n'y aura pas besoin de s'enregistrer dans le pays visé, dans le pays cible. OK, ouais, donc ce numéro, il est propre à chaque entreprise du coup, hein? C'est pas un numéro, qui varie, selon le produit et cetera, c'est vraiment propre à l'entreprise? Voilà, c'est ça. Une fois qu'il est obtenu, il est obtenu gratuitement et il reste attaché à l'entreprise, sauf comme ça se base sur le numéro de SIRET. Donc effectivement, si la société déménage, à ce moment-là, il faut obtenir un nouveau numéro EORI. Mais après, concernant vraiment la réglementation applicable, ça va dépendre. Est-ce que je fais le choix de prendre en charge toutes les formalités douanières pour le compte de mon client, mais c'est relativement lourd, donc c'est pas ce que je conseillerais. Mais parfois, il y a des sociétés qui le font. Et ça dépend aussi, est-ce qu'on a vraiment, on vise que, par exemple, le marché UK et toutes mes exportations vont avoir lieu au UK. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement, d'obtenir un numéro EORI britannique et un numéro de TVA britannique. Mais si je suis sur des opérations ponctuelles en Nouvelle-Zélande, en Australie, si vous commencez à vraiment vous enregistrer dans chaque pays, ça risque d'être assez lourd à porter. Bien sûr, ouais. Et du coup, tout à l'heure, on parlait, de la différence entre un envoi professionnel et particulier, à l'étranger. Est-ce que les procédures douanières, elles sont différentes par rapport à, voilà, un professionnel ou un particulier? Alors, à l'exportation, donc nous, d'un point de vue européen, donc vous allez vendre hors taxe, que vous soyez sur un professionnel ou un particulier. Donc, par exemple, vous envoyez en Suisse, si c'est un professionnel suisse, vous serez hors taxe et le tout, c'est de récupérer cette déclaration d'exportation. Si vous envoyez un particulier en Suisse, c'est la même chose, vous vendez la marchandise hors taxe et vous devez récupérer cette déclaration d'exportation pour servir de justificatif fiscal. Après, ça dépend aussi des pays d'importation. Par exemple, avec le UK, lorsque vous envoyez en B2B, il n'y a pas de difficulté. Vous vendez hors taxe et côté britannique, ça sera enfin en fonction de l'incoterm choisi, mais ça sera sans doute le client britannique, enfin la société britannique qui sera importatrice et qui paiera les droits et taxes. Et lorsque vous envoyez à un particulier, vous avez une réglementation britannique et en dessous de 135 livres, vous devez collecter en fait la TVA en amont de l'importation. Donc vous vendez en fait TTC avec de la TVA britannique en vous enregistrant d'un point de vue fiscal au Royaume-Uni. Et après, vous reversez au Trésor britannique ce que vous avez déjà collecté en amont, ce qui permet à votre client en fait de ne pas avoir à payer cette TVA à l'import. Donc ça peut y avoir de la réglementation spécifique avec certains pays. OK, merci pour ces précisions. Ouais, c'est toujours, intéressant justement de faire le parallèle entre professionnel et particulier, que ce soit à l'importation ou à l'exportation ou à l'expédition. Du coup, on va parler un petit peu de la Alors juste si tu veux préciser quelque chose? Oui, alors sur l'export, donc du coup, hors taxe de notre côté, et c'est vrai qu'à l'expédition, juste pour préciser, quand vous allez être en B2B, vous allez être effectivement sur ce qu'on appelle une livraison intracommunautaire. Donc là, il faudra vérifier que votre client ait bien un numéro de TVA pour lui vendre hors taxe, s'assurer que la marchandise quitte bien le territoire français. Et vous, d'un point de vue douanier, vous aurez à faire ce qu'on appelle une ex-déclaration d'échange de biens. Donc c'est en fait un récapitulatif mensuel qui permet de dire j'ai vendu à un client belge et effectivement, nous, on doit le retracer. Donc à partir du moment où vous expédiez, vous avez des petites formalités également douanières à effectuer, mais ce n'est pas des déclarations en douane et ça n'a pas un coût. C'est juste qu'il faut les effectuer depuis votre compte douane.gouv. Donc ça, c'est en B2B. Et en B2C, vous allez pouvoir vendre TTC français jusqu'à 10 000 euros de vente annuelle. Et au-dessus de ces ventes, au-dessus de ces 10 000 euros, vous vendrez TTC, mais avec la TVA du pays de consommation. Donc, pour prendre un exemple, si vous vendez 5 000 euros à des clients espagnols et 4 000 euros à des clients italiens, vous êtes en dessous de cette barrière de 10 000 euros. Donc, effectivement, vous pouvez vendre TTC français. Si toutefois demain vous avez un client hongrois particulier, un particulier hongrois
qui vous achète pour 2 000 € de marchandises, à ce moment-là, vous allez dépasser ce seuil de 10 000 € et vous devrez facturer avec de la TVA hongroise. Et pour faciliter les choses, au lieu de vous enregistrer dans chacun des pays, donc Espagne, Italie et Hongrie, vous pouvez contacter la DGFiP pour obtenir ce qu'on appelle un numéro OSS. Et en fait, ce numéro OSS vous permettra de collecter l'ensemble de la TVA que vous allez collecter pour le compte de l'administration espagnole, pour le compte de l'administration portugaise ou pour le compte de l'administration hongroise, de faire seulement une déclaration auprès des services des impôts français, et ce qui permettra de faciliter en fait vos déclarations et de ne pas avoir à vous enregistrer, à faire une déclaration en Espagne, une déclaration au Portugal, une déclaration en Italie, une déclaration en Hongrie. OK, ouais, un gain de temps du coup, quand même non négligeable, également. Merci, en tout cas pour toutes, ces précisions. Juste Ouais, Oui, juste la dernière précision, c'est vrai que sur les parties expédition, ça va pas être la douane qui va être compétente, ça va être vraiment le service des impôts qui va pouvoir vous accompagner pour ces déclarations-là et pour l'obtention notamment du numéro OSS. ouais, c'est quand même des procédures à connaître et il faut bien prendre son temps aussi, j'imagine, pour pas se tromper et pas commettre d'erreurs et qui peuvent engendrer des délais, des coûts et cetera. Exactement, et puis le tout en fait, c'est de connaître la réglementation et pas de la subir. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cadre des échanges, intracommunautaires, j'ai souvent des sociétés, qui font justement du B2B ou du B2C depuis des années et qui ont pas forcément la connaissance de ces réglementations-là. Donc elles font des erreurs, mais si, vous régularisez dans les temps, il y aura pas forcément de difficultés, il y aura juste une régularisation qui sera effectuée. Mais c'est sûr que si vous attendez que la sanction tombe, ça peut être plus compliqué. Le tout, c'est vraiment de se dire: «La réglementation, c'est ça, effectivement, je vais, la prendre et je l'ai, en fait, dans un coin de ma tête», parce que potentiellement, je vends actuellement en intracommunautaire à des particuliers, mais je suis toujours en dessous de ce seuil de 10 000 €. Donc il y a pas de difficulté pour le moment, mais il faut que j'ai dans un coin de ma tête de me dire: «Ah, là, je vais m'approcher des 10 000 €, peut-être que je devrais contacter, la DGFiP pour leur demander quelle va être la réglementation applicable après, justement, après que ce seuil soit dépassé». Connaître la réglementation et pas la subir, si on doit résumer Exact. un petit peu tout ça. Toi, tu es en poste depuis, un petit peu plus de 3 ans, comment est-ce que tu as vu évoluer, la douane? La douane, c'est une administration qui se modernise également, j'ai envie de dire, qui se numérise. C'est-à-dire que nous, au niveau des contrôles, par exemple, on a le développement de ce qu'on appelle cyberdouane, qui va notamment agir sur le darknet. On a également, un pilotage des contrôles qui va être renforcé avec en appréhendant aussi cette partie, numérique. Et on va mettre en fait en œuvre différents, systèmes, différents outils, pour répondre aux exigences à la fois de la réglementation européenne, mais également en lien avec les opérateurs, de la logistique et du transport pour faciliter le dédouanement en France et faciliter aussi, la vie des opérateurs. OK et du coup, quelles seraient selon toi un petit peu les prochaines étapes d'un point de vue général, mais aussi d'un point de vue, douane numérique? Alors, dans les prochaines étapes, donc nous, il y a la volonté de l'administration des douanes, d'améliorer toujours, la qualité de service, en lien notamment avec ce qu'on appelle Service Plus, où, justement les sociétés peuvent faire des retours d'expérience sur le conseil qu'ils ont pu recevoir ou sur les interactions qu'ils ont pu avoir avec, nos services. Nous, il y a également le développement comme je le disais, d'outils, informatiques qui sont nouveaux, donc notamment dans le cadre de l'import-export, il va y avoir Delta IE qui va remplacer ce qu'on appelait, Delta X et Delta G, donc qui va permettre de faciliter, le dédouanement et qui va aussi permettre l'idée, c'est aussi de permettre une interconnexion au fur et à mesure des différents outils informatiques des douanes, européennes à terme. Et du coup, pour revenir un petit peu aux e-commerçants, toujours dans cette étape de la douane de demain, à quoi doivent-ils se préparer ces e-commerçants, pour continuer à respecter les règles et à vendre un petit peu partout dans le monde? Je pense que, l'idée, c'est voilà, de se dire: il y a des accords de libre-échange et les accords de libre-échange, il y en a de plus en plus. Il y en a énormément qui sont en négociation, qui vont arriver, donc c'est vraiment, s'actualiser de temps à autre pour savoir: «Je travaille avec tel pays, effectivement, est-ce qu'il y a un accord, de libre-échange?» Après, c'est vraiment définir justement les pays cibles, donc mettre en place une stratégie en tenant compte également des frais de douane, parce que lorsque je vais, exporter au Royaume-Uni, effectivement, il va y avoir des frais de douane. Est-ce que c'est prohibitif ou non? Parce que parfois, quand j'ai des produits qui sont relativement peu chers, peut-être qu'en ayant des frais de douane, ça va rendre mon produit, ça va être compliqué de commercialiser mon produit si je reste toujours sur une exportation de France au Royaume-Uni.
Donc dans ce cas-là, ça peut être de se dire: «Est-ce que j'aurais pas intérêt à mettre en place un stock détaché au Royaume-Uni pour, avoir qu'une seule, fois les formalités douanières à effectuer et après mes marchandises sont dédouanées en gros au Royaume-Uni et je peux après vendre à mes clients sans qu'il y ait cette barrière douanière». Donc c'est vrai qu'il y a toute une stratégie à développer pour permettre de commercialiser ces produits en ayant un minimum de barrières et surtout en ayant, un minimum de coûts. Mmh. Oui, la recherche de minimum de coûts, c'est toujours quelque chose de central. Bah, écoute Nathan, on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu as peut-être un mot de la fin à nous ajouter avant qu'on se quitte? Pour le mot de la fin, je dirais que l'idée, c'est vraiment de penser à contacter vos pôles d'action économique, parce qu'on peut vous faire un conseil personnalisé qui est gratuit. Et une fois que la matière douanière est appréhendée, que vous avez connaissance des règles, bah, c'est vrai, lancez-vous parce que l'export, ça vous permet de gagner de nouveaux marchés et aussi passer par des partenaires qui sont fiables. Très bien, merci encore, Nathan, de ton intervention sur le podcast des explorateurs du e-commerce. On a parlé de douane, de e-commerce, d'import, export, d'expédition également. Voilà, plein de choses à connaître quand on est, e-commerçant et qu'on souhaite vendre à l'international, que ce soit en Europe ou non. Donc on a pas mal d'éléments de réponse. Merci encore pour ton intervention Pas de souci, et pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. avec grand plaisir et merci à vous qui nous avez, écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast sur e-commerce nation. À bientôt. Je tiens à remercier La Poste Solutions Business et sa solution Delivingo pour l'organisation de ce podcast avec Nathan qui a pu nous en dire plus sur les douanes et tout ce qu'il faut savoir concernant l'internationalisation. Pour rappel, Delivingo est la solution conçue par La Poste pour vos envois à l'international. N'hésitez donc pas à vous renseigner directement sur leur site pour vos futures livraisons. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.